Bonsoir à toutes et tous. Donc nous nous trouvons à Sainte-Anne pour cette série d'interventions qui a ce titre énigmatique de la psychiatrie et ses démons, qui correspond en réalité au titre d'une des 4 parties de l'ouvrage Controverse éthique d'aujourd'hui que nous avons le plaisir de présenter. Je ne vous cache pas qu'après les articles dans la presse, l'ouvrage est déjà épuisé. Alors j'ai réussi à obtenir 6 derniers exemplaires que les personnes venues physiquement pourront s'arracher. Pour les zoomers, ça sera peine perdue. Mais merci quand même à vous de nous suivre par Zoom. L'école éthique de la Salpêtrière a participé activement à la production de ce livre, hein, puisque vous avez 20 auteurs et autrice. L'école éthique de la Salpêtrière, donc c'est notre école qui donne maintenant son enseignement à l'école des ingénieurs de la ville de Paris, au 80 rue Rébeval, 2 jours par mois, avec Éric Fiat, Corinne Péduchon, David Smadja et moi-même. Et donc cet ouvrage correspond vraiment aux travaux et à la variété des travaux de notre école. Nous allons avoir donc aujourd'hui 3 des auteurs-autrices sur cette partie donc que j'ai déjà nommée, la psychiatrie et ses démons. Donc on s'est spécialisé, comme on est à Sainte-Anne, sur le côté psychiatrique. Et puis donc nous allons avoir le plaisir dans un premier temps d'entendre Isabelle Blondiot pour le DSM comme illusion constituante. Ensuite, Guillaume Monod sur le psychiatre est-il le thérapeute du djihadisme. Et enfin, Émile Quenemonnier, qui est encore dans le RER, mais qui va pas tarder à arriver. Émile Quenemonnier, qui va nous parler de la psychiatrie occidentale et l'Afrique, une exigence de rationalité socio-anthropologique multiple. Donc un programme alléchant, des interventions que je sais être passionnantes, hein, sans vouloir mettre trop de pression sur nos orateurs oratrices, mais donc nous allons commencer avec Isabelle Blondiot, donc je le redis, hein, pour le DSM comme illusion constituante. Donc je vais lui laisser la place. Je vais venir peut-être au milieu. Alors, on va... Merci Colline. Donc, je vous ai préparé un diaporama dans lequel vous aurez l'occasion de voir des œuvres réalisées par un psychiatre qui a aussi fait un master d'art plastique et qui s'appelle Pierre Lechner, qui est un psychiatre canadien et qui a travaillé sur le DSM. Donc, comme il a eu la gentillesse de m'envoyer des diapos de son travail, j'ai pensé que c'était une bonne occasion de vous les présenter en même temps que cette réflexion sur le DSM comme illusion constituante. Alors, cet intitulé qui m'a été proposé par Bertrand renvoie implicitement à la formulation de Descartes que vous connaissez peut-être ou que vous allez découvrir dans le discours de la méthode, où il dit que l'homme s'est rendu comme maître et possesseur de la nature. Et bien sûr, c'est le comme qui est ici important, puisque l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature, comme le dérèglement climatique nous en donne la preuve expérimentale tous les jours, mais il a cette illusion d'être maître et possesseur de la nature, et en tout cas, quand l'homme s'est vécu comme maître et possesseur de la nature, eh bien, on peut dire que ça a été, par rapport aux approches de l'Antiquité, par exemple, un renversement dans l'ordre cosmologique, un véritable bouleversement épistémologique. Alors, du coup, on va effectivement, quelle est la position du DSM par rapport à ces questions-là? Et cette question, ce titre du DSM comme illusion constituante, eh bien,
Est-ce que ça veut dire qu'on peut se demander si la scientificité du DSM, dont je vous rappelle que c'est un acronyme qui désigne le manuel américain de diagnostic statistique des troubles mentaux, eh bien, est-ce que cette scientificité pourrait relever du leurre, d'une illusion? Est-ce que le DSM peut prétendre vraiment au statut de garant mondial de la légitimité des pratiques contemporaines de la psychiatrie? Est-ce qu'il peut vraiment garantir la scientificité du discours psychiatrique? Est-ce qu'il peut vraiment garantir la médicalité des pratiques qui lui sont référées? Alors, autrement dit, et c'est pour ça que le titre de cette intervention, c'est le DSM comme illusion constituante, est-ce que le DSM, qui est un discours, peut affirmer son caractère de discours constituant, et je vais vous définir bientôt ce qu'on appelle un discours constituant, ou bien est-ce qu'il relève, comme le suggère le titre de cette intervention, d'une illusion constituante, et que si on allait très très loin, du coup la question c'est est-ce qu'il refondrait sans le vouloir, à l'insu de son plein gré, la psychiatrie comme une sorte de fake médecine? Alors, peut-être que la réponse est dans ni l'un ni l'autre ou un juste milieu. Mais commençons par voir ce qu'on entend par la notion de discours constituant. Donc c'est une notion qui est issue des sciences du langage et qui a été introduite en 1995, donc dans un article fondateur paru dans la revue Langage, à la fois par un linguiste, Dominique Magno, et par un philosophe, Frédéric Cossutta, pour délimiter un ensemble de discours qui servent en quelque sorte de garant aux autres discours et qui, n'ayant pas eux-mêmes en amont des discours qui les valident, doivent gérer dans leur énonciation leur statut en quelque sorte auto-fondé. Donc les grands discours constituants, c'est le discours juridique, c'est le discours scientifique, c'est le discours littéraire, c'est le discours religieux. Donc tous ces discours qui se prétendent en surplomb de tous les discours qui se revendiquent soit de la scientificité, soit du caractère religieux, soit du caractère juridique, effectivement, ont cette fonction de légitimation de ces discours et en même temps, ils doivent eux-mêmes s'auto-légitimer. Alors par exemple, si on prend le discours religieux, vous avez notamment pour les religions chrétiennes ou musulmanes ou juives la question de la parole révélée. Donc c'est une parole transcendante qui s'est incarnée dans le discours. Donc, si je reviens à cette idée de discours constituant, on peut dire que en première approximation, on appelle discours constituant des types de discours qui prétendent jouer un rôle fondateur. Or, dans un article de 1978, un article considéré comme un article fondateur par la communauté scientifique internationale, notamment dans la mise au point de la 3e version du DSM, Robert Spitzer, qui était le maître d'œuvre de cette 3e version du DSM, eh bien, il affichait clairement une ambition fondatrice en présentant le recours aux critères diagnostiques de recherche comme une avancée scientifique majeure qu'il a comparée à l'introduction du lavage des mains en préopératoire. Donc, il y a effectivement une ambition fondatrice, et donc, pour ceux qui sont plus âgés, il y a eu vraiment beaucoup de travaux sur la mise au point de critères diagnostiques de recherche, donc qui étaient spécifiquement réservés à la pratique de recherche pour uniformiser les diagnostics parmi les chercheurs sur le plan international. Bien sûr, le DSM n'est pas aujourd'hui un outil exclusivement réservé à la recherche, mais c'est parti de là. Donc, la question du lavage des mains en préopératoire, ça renvoie à différentes découvertes, dont la plus importante, enfin la plus connue peut-être, c'est celle de Philippe Enyas Semmelweis au tout début du XIXe siècle, qui était donc un médecin accoucheur hongrois et qui s'était rendu compte que s'il demandait aux médecins
de se laver les mains avant de pratiquer les accouchements, la mortalité des femmes de fièvre puerpérale était beaucoup plus faible. Et il y avait une explication assez logique à ça, qui était que souvent les médecins ou les étudiants en médecine qui pratiquaient les accouchements, avant d'arriver dans les services d'obstétrique, faisaient des autopsies le matin. Donc on peut comprendre que s'ils passaient de la salle d'autopsie à la salle d'accouchement sans se laver les mains, ils colportaient déjà, mais en même temps, cette découverte a été mal reçue parce qu'il n'y avait pas de bactériologie, il n'y avait pas d'infectiologie, donc on se demandait un peu d'où ça sortait. Mais c'est évidemment, comme vous le savez tous, surtout maintenant depuis la Covid, on sait que c'est une avancée scientifique majeure dans la prévention des maladies infectieuses, de leur transmission. Et donc, dans cet article de 1978 dont nous allons parler plus en détail, eh bien, Robert Spitzer dit que la mise au point de ces critères diagnostiques de recherche, c'est une avancée scientifique majeure qui est comparable à l'introduction du lavage des mains en préopératoire. Il va beaucoup parler de ça dans les années qui vont suivre, et il va dire que ce recours aux critères de recherche dans l'établissement du diagnostic est révolutionnaire, non seulement parce que le DSM a changé la psychiatrie américaine, mais parce que le recours à ces critères diagnostiques dans la 10e version de la classification internationale des maladies, et notamment des maladies mentales, qui est parue 14 ans plus tard, donc en 1994, a modifié la psychiatrie mondiale. Donc vous voyez, il le dit dans un entretien, il dit que non seulement le DSM-3 a changé la psychiatrie américaine, mais que c'est toute la psychiatrie à travers le monde qui s'en est trouvée changée. Alors, quand on fait des déclarations comme ça, on peut se dire que l'ambition, elle est peut-être un peu plus large que de mettre au point des critères valides pour l'établissement du diagnostic dans la simple recherche scientifique. Ça montre donc qu'il y a une prétention fondatrice pour le DSM. Maintenant, si effectivement on a la preuve de cette ambition fondatrice, eh bien, ça ne suffit pas pour dire que le discours véhiculé par le DSM a valeur de discours constituant. Parce que c'est une condition nécessaire, mais ça n'est pas une condition suffisante. Cette prétention fondatrice doit encore être légitimée par un travail de fondation qui se fait dans et par le discours. Donc vous voyez, là, une des premières œuvres de Pierre Lechner, des énoncés caractéristiques, évidemment, on ne va pas dire n'importe quoi, des modalités énonciatives spécifiques, parce qu'on ne peut pas non plus le dire n'importe comment, non seulement on ne peut pas dire n'importe quoi, mais on ne peut pas le dire n'importe comment. Et puis, il faut ajouter, pour remplir les critères d'un discours constituant, la détermination d'un lieu spécifique, qui va être associé à un corps d'énonciateurs consacrés et une élaboration de la mémoire. Donc, évidemment, ces énonciateurs consacrés, ça va être des personnes triées sur le volet pour leur valeur scientifique, par exemple. Alors, ça veut dire que, quand on met tous ces critères en avant, ça veut dire que les discours constituants, eh bien, ce ne sont pas des discours isolés, ce sont des discours qui ont des rapports avec une institution. Ce sont des institutions discursives parce qu'ils ont effectivement une relation de réciprocité constitutive avec l'institution, puisque à la fois ils émanent d'une institution tout en s'en faisant le garant, la Bible garante de l'Église et l'Église garante de la Bible. Et ils légitiment cette institution tout en l'instituant. Autrement dit, donc voilà, les discours constituants peuvent être constituants si et seulement si ils sont des institutions discursives. Alors, est-ce qu'il y a une institution derrière le DSM? Bien sûr, il y en a une. Il y a l'Association psychiatrique américaine, qui est effectivement une association extrêmement puissante, dont la devise est dirigée par ses membres, basée sur la science, centrée sur le patient. Mais maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que cette question de la valeur constituante du DSM, elle se pose au titre de discours scientifique.
Et donc, l'ambition fondatrice du DSM, c'est réinscrire la psychiatrie dans le domaine des pratiques à la fois discursives et non discursives, qui relèvent de manière incontestable du champ médical contemporain, c'est-à-dire d'un champ défini comme biotechno-scientifique. C'est ce qui va faire la source des polémiques, par exemple, avec l'approche psychanalytique. Pourtant, bien que le DSM prétende tirer sa légitimité scientifique de cet article fondateur de 1978 qui porte sur la justification et la viabilité des critères diagnostiques de recherche, eh bien, quand on s'intéresse à cet article d'un peu plus près, on va devoir constater que bien qu'il ait été publié dans une revue de référence de la discipline qui sont les Archives of General Psychiatry, malgré des énoncés qui présentent toutes les apparences de la conformité scientifique, eh bien, la rédaction de cet article n'échappe pas au déploiement de stratégies rhétoriques. Or, la rhétorique, on la trouve par exemple dans le discours politique. On le trouve dans tous les discours qui cherchent à persuader, à tort ou à raison. On la trouve évidemment dans tous les discours publicitaires. Non plus que au déploiement de modalités énonciatives qui peuvent paraître discordantes avec ce que je pourrais appeler l'ambition de neutralité qui est caractéristique d'un ethos scientifique, puisque la science, c'est censé être les faits, rien que les faits, donc les faits se suffisent à eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'adjectifs, ils n'ont pas besoin d'adverbes, ils n'ont pas besoin de ponctuation exclamative pour renforcer leur valeur, puisque ce qui fait leur valeur, c'est la validité du fait scientifique. Or, on va découvrir que dans cet article, eh bien, il n'y a pas que des faits énoncés de façon neutre et non qualifiée. Alors, bien sûr, ça nous montre bien que même le discours scientifique, c'est dans l'expression elle-même, le discours scientifique, c'est un discours, donc comme tout discours, il est porté par une intention. Quel que soit ce discours. Si je vous dis « passez-moi le sel », j'ai l'intention de saler mon assiette, par exemple. Donc, un discours, il est toujours porté par une intention. Donc, même le discours scientifique l'est, et cette intention, elle engage la parole d'un énonciateur. Alors, bien sûr, le DSM, c'est pas un discours d'auteur, puisque c'est pas M. Spitzer tout seul qui l'a écrit. C'est des tas de groupes de travail qui ont été réunis sous sa responsabilité. Et de même, dans l'article de 1978, il y a 3 signataires. Mais ça veut dire que si le discours scientifique, comme tout discours, engage une intention, ça veut dire qu'il n'est pas réductible à ce que je pourrais appeler une prosopopée de la vérité. La prosopopée, c'est « moi la vérité, je parle ». Mais non, c'est nous, co-signataires, nous vous présentons notre façon de voir les choses et nous allons l'argumenter de façon à vous convaincre. Serez-vous convaincu? Ce qui veut dire que s'il y a intention, eh bien le discours, même scientifique, ne peut pas être réduit à l'affirmation d'une vérité tournée vers le monde. Et effectivement, quand je vous ai donné d'autres exemples de discours, parce qu'il peut y avoir une négation de la vérité tournée vers l'autre, comme dans le cas du mensonge. Et puis, il peut y avoir une négation de la vérité tournée vers le sujet parlant, par exemple dans le cas de la mauvaise foi ou de la dénégation. C'est-à-dire que dans la mauvaise foi, c'est toujours très difficile de se dire mais jusqu'à quel point la personne que je trouve de mauvaise foi est-elle convaincue de la vérité de ce qu'elle me raconte. Et le mensonge et la fraude scientifique, je rappelle que les statistiques, c'est 1 à 2% des publications. Alors, qu'est-ce qu'on appelle fraude scientifique aujourd'hui? Ce sont des énoncés qui ont été produits de façon frauduleuse, soit parce qu'ils relèvent de la fabrication, j'écris quelque chose que j'invente de toutes pièces, soit parce que j'ai falsifié des énoncés, j'ai fait des recherches et puis mes résultats ne sont pas satisfaisants, je les modifie un peu pour qu'ils deviennent pleinement satisfaisants, soit parce que je les ai piqués à quelqu'un, le plagiat. Alors que la mauvaise foi, elle
concerne pas les énoncés, mais l'énonciation, la mise en scène énonciative de ces 10 énoncés. C'est-à-dire, dans le domaine scientifique, la manière dont les données produites vont être lues et interprétées. Et là, vous allez voir qu'on a un bon exemple de la manière dont les mêmes données peuvent être lues et interprétées de façon différente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va montrer que ces mêmes données, elles ont été lues et interprétées de façon différente par les mêmes auteurs, mais à des temps différents de leur publication. Alors, si je reviens de manière plus générale à cette production de données qui sont lues et interprétées, eh bien, la lecture, elle peut être tendancieuse pour diverses raisons, hein. Soit parce qu'elle est orientée par la thèse défendue, c'est-à-dire en gros, je trouve ce que j'ai envie de trouver, hein, et je tire les faits dans le sens de ce que je cherchais à démontrer. Donc on est plus ou moins trompé par soi-même aussi dans ce cas de figure, hein. Soit parce que la lecture et l'interprétation des données, elle va être obérée par des considérations idéologiques. Et donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, l'exemple de Philippe Inaeus Semmelweis et de l'introduction du lavage des mains en préopératoire, comme il ne pouvait pas le prouver scientifiquement, puisqu'il n'y avait pas de bactériologie, il n'y avait pas d'infectiologie, culturellement, ça n'allait pas de soi, et donc ça biaisait l'interprétation des résultats. Donc, vous voyez qu'on peut l'avoir soit dans un sens positif, soit dans un sens négatif. Alors, dans l'article de 1978, Spitzer et collaborateurs concluent à la nette amélioration de la fiabilité des diagnostics posés par le recours aux critères qu'ils ont définis, c'est-à-dire utiliser nos critères de recherche parce que vos diagnostics seront justes. Alors que si vous les faites avec la clinique traditionnelle, des fois on a une grande divergence dans les diagnostics selon le lieu, l'endroit où on est. Donc, ils affirment que les données qu'ils présentent indiquent une haute fiabilité pour les approches diagnostiques faites par le recours à ces critères. Mais ici, je ne sais pas si vous voyez quand je mets mon crayon, non, ça montre peut-être rien, mais en dessous du tableau, vous avez une note de bas de page. Du doigt. Oui, tu peux montrer du doigt, une toute petite doigt, qui dit que pour montrer que le recours aux critères diagnostiques est d'une fiabilité très élevée, eh bien, ils disent qu'ils ont utilisé à la fois les évaluations probables et certains pour comptabiliser leur diagnostic. Donc, vous voyez que quand le diagnostic est probable, ça veut dire que le diagnostic n'est pas certain. Ça veut dire que le diagnostic peut être erroné. Donc, on voit qu'ils ont un peu forcé les choses et que s'ils avaient compté seulement les diagnostics certains, eh ben, ils n'auraient pas eu cette haute fiabilité. Alors, ça montre que c'est grâce à cette intégration des critères des diagnostics probables qu'ils ont pu conclure à une fiabilité élevée. Et alors, c'est d'autant plus intéressant, et c'est là où je vous dis que c'est eux-mêmes qui nous donnent la démonstration, c'est que les critères, les études qu'ils avaient utilisées pour tirer ces conclusions, ils les avaient déjà utilisées dans un autre article 4 ans plus tôt, en 1974. Et dans cet article de 1974, eh bien, leur conclusion, c'était que ces critères étaient tout juste satisfaisants. Donc, les mêmes résultats sont interprétés comme tout juste satisfaisants en 1974, donc limite, et pleinement satisfaisants en 1978. Donc là, on voit bien que ce manuel qui est basé sur l'utilisation de cet article, il répond à d'autres objectifs puisque ils ont amené les auteurs à réviser leurs conclusions sur les mêmes données issues des mêmes recherches. Alors, c'est pas, on est dans des choses limites. C'est pour ça qu'on peut introduire un concept qui remonte à l'Antiquité et qui est une caractéristique d'Ulysse, qui est la métisse, la ruse. Et effectivement, c'est pour ça qu'il faut, là vous avez une reproduction, une version imaginaire de métisse, cette figure antique, parce que finalement, ce qu'on peut dire, c'est que
Ben, il y a des choix de traitement et d'analyse des données qui sont astucieux parce qu'ils permettent de parvenir, d'atteindre l'objectif recherché. Et donc, ces choix, ben, ils ont le pouvoir d'influencer la forme des résultats rapportés, mais vous voyez que c'est fait de telle manière que si on n'est pas un chercheur, si on ne cherche pas la petite bête, si on ne lit pas de manière très pointue, on va passer complètement à côté et on va être complètement convaincu. Alors, effectivement, si je veux recours à d'autres déclarations de Robert Spitzer au fil des années, eh bien, on voit bien que l'intention des auteurs, ça allait bien au-delà de la seule affirmation d'une vérité scientifique, puisque l'établir la fiabilité des critères diagnostiques de recherche, c'était pas une fin en soi. Or, si l'article de 78 était juste un article simplement scientifique, bah, la fin de l'article, c'était établir la scientificité des critères de recherche. Mais donc, pourquoi cet établissement semble pleinement satisfaisant en 78 alors qu'il était à peine satisfaisant en 74? Première question. Et donc, deuxième question, c'est que peut-être c'est pas une fin en soi, mais juste un moyen pour viser autre chose. Et alors effectivement, on peut dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que on doit au moins douter de l'intention réelle des auteurs, on doit questionner leur éventuelle mauvaise foi, même si on ne peut pas complètement répondre à la question, et puis on peut aussi questionner la valeur de vérité du discours. Et alors effectivement, dans une déclaration de 1989, bien plus tard, alors c'est pas cet article-là, je reviens après. Eh bien, oui, c'est ici. Robert Spitzer fait une déclaration en disant que la vraie signification historique de leur article, c'était d'ouvrir la voie à l'inclusion des critères diagnostiques pour élargir le champ des catégories diagnostiques. Et vous savez peut-être qu'effectivement, s'il y avait 200 diagnostics dans le DSM-3, dans le DSM-3R, il y en avait presque 300, dans le DSM-4, il y en avait 410, et autant que je sache, ils se sont un peu calmés, et le DSM-5, c'est à peu près aussi, on est aux alentours de 400 et quelques. Alors pourquoi élargir tous ces critères diagnostiques? C'est une question à laquelle il y a de multiples réponses. Je vais revenir à mon sujet qui est est-ce que le DSM est une illusion constituante, et pour dire que pour constituer un article scientifiquement conforme qui fait figure de référence historique dans le champ de la psychiatrie, eh bien on peut dire que l'article de 1978 sur la fiabilité des critères diagnostiques de recherche, eh bien il est régi par une stratégie rhétorique précise qui va être repérable non seulement par les choix méthodologiques que je viens de vous dire, c'est-à-dire la manière dont les données sont lues et interprétées, mais aussi par l'analyse de sa mise en scène énonciative. Et je vous ai dit que la mise en scène énonciative, elle est très importante pour définir si un discours est un discours constituant ou pas. Et notamment, et donc là je reviens, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des choses qu'on ne doit pas trouver dans un article scientifique qui est censé être neutre. Des adverbes intensifs qui vont valoriser les résultats obtenus, étonnamment élevés, qui concordent parfaitement. Et puis alors, de façon encore plus surprenante, une conclusion qui va être caractérisée par des marques de subjectivité affective et évaluative, avec notamment une tournure exclamative en forme de pétition de principe, et qui dit que le recours à des critères opérationnels pour le diagnostic psychiatrique est une idée dont le moment est venu, point d'exclamation. Ce moment est venu, c'est un moment de l'histoire de la science, des sciences, et alors qui va être étayé par le recours à un argument d'autorité qui va résider dans la citation de propos enthousiastes tenus par un médecin qui est réputé être une autorité en nosologie médicale, donc le docteur Alvan Feldstein, qui aurait dit dans une conférence que effectivement je vais vous le dire après, que cette introduction de critères opérationnels, c'est comparable à l'introduction du lavage des mains préopératoire. Alors,
évidemment, pourquoi il faut que ça soit quelqu'un d'extérieur au champ de la psychiatrie? C'est parce que il faut qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Il faut que ça soit. Il faut aussi recourir à l'argument d'autorité, c'est-à-dire que c'est toujours. Vous voyez bien. Si je prends le discours religieux, on parle au nom de Dieu. C'est l'argument d'autorité suprême. C'est aussi l'argument des charlatans. La méthode du docteur Trucmuche avec ses soi-disant publications qui ont révolutionné la pratique dans le domaine qui est le sien. Donc, cette énonciation en nom propre était académiquement irrecevable. Donc, le subterfuge de la citation par un médecin extérieur vaut absence de conflit d'intérêt, mais bien sûr, c'est quelqu'un qui a une autorité reconnue dans le champ plus vaste de toute la nosologie médicale, ce qui montre bien l'ambition hégémonique. On va essayer de couvrir le plus large champ possible, et qui permet aux auteurs d'attribuer aux résultats de leurs recherches 4 adjectifs intensifs que vous trouvez dans la citation, qui sont évident, nécessaire, fondamental et considérable. C'est-à-dire arriver à écrire un article pour prouver quelque chose et conclure en disant que ce qu'on a mis en évidence, c'est évident, nécessaire, fondamental et considérable, et réussir à faire porter le chapeau par quelqu'un d'autre, c'est quand même un tour de force assez extraordinaire pour un article qui, je le répète, se veut purement scientifique dans une revue totalement scientifique. C'est pas une revue de psychanalyse, c'est pas une revue de psychologie, c'est une revue de psychiatrie pure et dure. Donc, et c'est évidemment, comme je vous l'ai dit, des adjectifs qui permettaient de qualifier plutôt l'introduction du lavage des mains en préopératoire. Donc, la visée de cet article, on voit bien que ce n'est pas tant d'établir de manière irréfutable la fiabilité diagnostique des critères de recherche que de fonder la prétention du DSM au discours d'autorité. J'ai l'impression que je dépasse mon temps, non? On a du temps ce soir. Ok, alors je continue. On est dans le confort. Alors, profitons du confort. Donc vous voyez bien que là, il y a une intention qui est très claire, qui est de fonder la prétention du DSM à être un discours d'autorité. Or, on peut dire que, et là, je vais introduire une autre distinction qui est très importante en philosophie, c'est-à-dire l'existence en droit et l'existence en fait. Des tas de choses existent dans les faits qui n'existent pas en droit. Le crime, par exemple, ça existe dans les faits, ça n'existe pas en droit. Alors, je ne sous-entends pas qu'il y a du crime. Derrière ça, je veux juste dire que dans les faits, aujourd'hui, le DSM est un discours qui fait autorité, puisque au moins aux États-Unis, il est utilisé par les compagnies d'assurance pour rembourser ou pas les soins. Ce qui fait d'ailleurs que des gens déplorent un usage frauduleux du DSM, puisque quand même, il y a des psychiatres qui n'hésitent pas à changer leur diagnostic pour que les soins de leurs patients soient remboursés. Donc ils ne vont pas mettre un diagnostic qui ne serait pas remboursé, ils vont un petit peu trafiquer les choses pour que vous voyez, donc ça fonctionne aussi dans les deux sens. Donc, on peut le considérer comme un discours qui fait désormais autorité dans la société civile, mais je vous rappelle que ça n'est pas parce que la systématisation de l'usage du DSM est quelque chose de fait que ça signifie que c'est légitime et que ça permet de le définir comme un discours d'autorité qui pourrait être un discours constituant. Alors, pour revenir à ma question de ce que c'est qu'un discours constituant, eh bien, les discours constituants doivent être à la fois des zones de parole parmi d'autres, je garde la Bible, le catéchisme, c'est des zones de... Mais ce sont aussi des paroles qui se prétendent en surplomb de tout autre. Je ne traiterai pas le cas à part du discours philosophique qui se prétend en surplomb de tous les discours et qui n'a été dépassé que très récemment par le discours scientifique qui, jusqu'à peu, était quand même aussi sous la législation du discours philosophique puisque c'était un discours de vérité. Aujourd'hui, juste, on a dit que dans la science, la vérité, c'est quelque chose qui relève de la concordance des faits, alors que pour la philosophie, c'est plutôt quelque chose qui serait d'un ordre ontologique, qui dirait l'essence des choses. Que bien sûr on approche, mais on ne coïncide jamais complètement. Alors, les discours constituants, même s'ils ne s'autorisent que d'eux-mêmes, ils n'en doivent pas moins se poser comme il y a une source légitimante. Et dans le cas du DSM, eh bien,
cette source légitimante, c'est la science qui est incarnée, incorporée dans les critères de recherche. Et le fait que la science est incarnée et incorporée dans les critères de recherche est illustré par la comparaison avec l'introduction du lavage des mains en préopératoire. C'est ce qu'on appelle la thématisation. Mais malgré cette tentative de thématisation, il y a un autre problème, c'est que le DSM, il refuse tout travail de conceptualisation, puisqu'il se prétend comme un discours purement empirique, et qui ne se réfère pas à des conceptualisations qui ont pu avoir cours en psychiatrie. Donc, il échoue à s'ériger en discours constituant. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a d'autres problèmes qui posent, qui font que le DSM ne peut pas être considéré comme un discours scientifique constituant. D'abord parce que, comme il veut être conforme scientifiquement, puisque le discours médical, pour être scientifique, il doit être conforme à des critères de scientificité qui sont en usage, eh bien, parmi ceux qui fondent la conformité scientifique aujourd'hui, c'est le consensus d'experts. Alors que si vous prenez, je vais reprendre l'exemple de la Bible ou du Coran, parole de Dieu révélée, on est dans le discours d'auteur. Et on a des scribes, donc des prophètes, des interprètes qui nous traduisent cette parole dont ils sont le médiateur. Mais là, on est dans le consensus d'experts. Alors, ce problème du consensus d'experts, c'est qu'on n'est pas dans le discours d'auteur, mais dans le consensus d'opinion. Ça veut dire aussi que c'est pas seulement... Alors, c'est compliqué parce qu'il y a à la fois le consensus d'opinion des scientifiques qui sont réunis en groupe de travail, et il y a des modes, en médecine, il y a des modes, comme il y a des modes dans d'autres disciplines, mais c'est aussi le consensus d'opinion des lobbies et des groupes de pression qui peuvent avoir des intérêts tout à fait autres. Donc, ça veut dire que, loin de renforcer la portée universelle et le caractère scientifique du discours tenu, l'introduction de la notion de consensus, elle révèle quelque chose qui est partout en médecine aujourd'hui et qui en est la dimension ouvertement socioculturelle et politique de l'expertise. Là encore, les comités scientifiques pendant la période Covid, on a bien vu que la politique primait sur l'approche scientifique, même si l'approche scientifique était à la base. Donc, dimension ouvertement socioculturelle et politique de l'expertise que ce discours est censé promouvoir, et dimension d'autant plus apparente que pour ce qui est du cas du DSM-3 en 1980, il a bien failli ne jamais voir le jour à cause justement de grands conflits avec l'opinion publique sur lesquels je viendrai il y a un instant. Alors, 5 petites minutes. Tragor, écoute, ça devrait aller. Soucieux de valider un outil supposé améliorer la fiabilité du diagnostic, donc d'accroître la valeur de vérité de la pratique diagnostique, les experts des groupes de travail du DSM-3 ont oublié une question qui est est-ce que leur diagnostic était valide ? Parce qu'on oublie aussi que le diagnostic, c'est une construction culturelle. La preuve, c'est qu'on ne pose pas les mêmes diagnostics aux différentes époques. Et ça parce qu'ils avaient considéré que la preuve expérimentale de la fiabilité des critères proposés pouvait suffire à valider les diagnostics déterminés. C'est-à-dire qu'ils ont posé un primat de la fiabilité sur la validité, avec une espèce de syllogisme, qui était encore une déclaration de Robert Schweitzer. Il disait « On n'a aucune preuve qu'un système fiable est valide. En revanche, un système qui n'est pas fiable n'est pas valide. » Voilà, mais sauf que bien sûr que quelque chose qui n'est pas fiable n'aura pas de validité,
mais quelque chose de fiable n'a pas forcément la validité qu'il prétend avoir être. Et effectivement, à l'époque du DSM, s'il est paru en 1980, ça veut dire qu'il y a eu des groupes de travail qui se sont réunis dans les années 70. Et que se passait-il dans les années 70 aux États-Unis? 1969, Stonewall, tous les mouvements homosexuels, militants qui ont voulu faire reconnaître l'homosexualité comme étant une manière d'être au monde qui n'avait pas à être considérée ni comme un crime, ni comme un péché, ni comme une maladie. Et donc, il faut savoir que l'homosexualité, dans la version du DSM-2, elle était considérée comme une maladie. Donc, ils se sont mobilisés pour faire sortir cette considération de pathologie de l'homosexualité. Et donc, c'est grâce au talent de négociateur de Robert Spitzer qui, alors c'est toute une histoire un peu compliquée, mais en tout cas, qui a fait sortir l'homosexualité qui n'a plus été considérée comme une pathologie en soi. Mais ça vous montre aussi que le consensus d'experts, il dit pas la vérité scientifique, vraie, universelle, en tout temps et en tout lieu. Il dit l'état de l'opinion dominante à un moment. C'est-à-dire que jusqu'au début des années 60, ça choquait pas plus que ça les médecins de considérer l'homosexualité comme une pathologie. Or, on peut voir des gens en souffrance, quelle que soit leur orientation sexuelle, mais c'est pas leur orientation sexuelle qui définit la maladie. Alors, pour vous donner la réponse des linguistes, on peut dire que le DSM, en fait, il relève plutôt du discours d'appareil. Le discours d'appareil, c'est par exemple, dans le domaine de la médecine, tous les discours produits par l'OMS. Et les discours d'appareil ont ceci de particulier qu'on peut les considérer comme des simulacres de constituants. Donc ils ressemblent à des discours constituants, ils essaient de se faire passer pour des discours constituants, mais ils n'en sont pas. Et donc, c'est encore une notion qui a été proposée par Dominique Mangno. Donc, pour désigner ces textes qui servent de cadre d'orientation pour un groupe rassemblé, mais rassemblé autour d'un projet d'ordre idéologique. Par exemple, l'OMS, son objet idéologique, c'est la promotion de la santé. Autrefois, on parlait du droit aux soins. Maintenant, on parle d'un droit à la santé. Donc, discours d'appareil à prétention scientifique, mais qui relève en réalité de la négociation et du consensus, le DSM ne peut pas gérer dans son énonciation le statut en quelque sorte auto-fondé qui est caractéristique du discours d'auteur qui ferait de lui un discours constituant. Simulacre de discours constituant, le DSM ne réussit pas à convaincre ni de la valeur de vérité, ni de la scientificité de la psychiatrie. Mais son succès souligne la singularité de la psychiatrie qui est, et tu nous en parleras dans un instant, inséparablement une institution et un corpus hétérogène de pratiques et de savoirs. Et une institution qui est prise dans une dualité sécuritaire et soignante. Donc, l'extension abusive de l'usage du DSM que constitue son utilisation notamment par les compagnies d'assurance aux États-Unis, mais aussi certaines administrations de santé en France, alors que, parce que il a été conçu comme un instrument de recherche et non pas comme une espèce de bonne à tout faire du diagnostic qui vise à homogénéiser les pratiques diagnostiques, eh bien, ça ne relève peut-être pas tant d'une dérive de son usage que d'un fait de structure qui est inhérent à la dimension d'institution de la psychiatrie. Et on peut dire que c'est effectivement au titre de sa mission sociale que la psychiatrie ne peut pas faire l'économie de discours d'appareil qui sont nécessaires à la régulation de ces échanges avec les administrations d'État. Et j'espère que... Voilà, merci. Merci Isabelle. Je retire juste la clé. Amen. Je le remets. Oui, non, vous pouvez retirer. Alors, je vais vous prendre une place.
Bien, merci Isabelle pour cette passionnante intervention qui se trouve donc comme chapitre dans le livre Controverse éthique d'aujourd'hui. Et nous allons continuer donc dans cette veine de la psychiatrie et ses démons. Isabelle nous a aidé à remettre dans sa cage un des démons de la soirée qui était le DSM. Et Guillaume Monod va nous parler, lui, du djihadisme. Donc on a aussi un démon possible et son intervention s'intitule « Le psychiatre est-il le thérapeute du djihadisme ?» Je lui laisse la place. Merci beaucoup pour ton invitation. Juste pour rester dans les clous, j'ai combien de temps? Jusqu'à quelle heure? Enfin, 25 minutes. 25 minutes. D'accord. Jusqu'à 20. D'accord. Très bien. Donc bonjour. Donc je vais vous parler donc de cette question. Donc le psychiatre est-il le thérapeute du djihadisme? Alors moi-même donc je suis médecin psychiatre et j'ai commencé ma carrière en pédopsychiatrie et puis depuis une douzaine d'années maintenant je fais de la psychiatrie adulte. Et depuis une douzaine d'années, je travaille en grande majeure partie en milieu carcéral. J'ai commencé à travailler en milieu carcéral donc en 2012, à une époque où la question du djihadisme, de la radicalisation était quasiment inexistante. C'était absolument pas du tout un problème. On savait qu'il y avait un certain nombre de détenus qui étaient ce qu'on appelait les barbus, qui faisaient parfois des appels à la prière. On savait qu'une fois j'ai croisé un couloir et un type qui était revenu d'un camp d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan, mais qui venait pour des sons tout à fait banaux, et il faisait pas parler de lui, ça ne posait aucun problème. Arrive 2015, les attentats de Charlie Hebdo, et donc tout d'un coup, il y a un phénomène de société qu'on a vu en France, bien entendu, et qui a eu des répercussions absolument majeures en milieu carcéral. Le premier contact que j'ai eu avec cette question c'était assez étonnant. J'étais au quartier mineur à la maison d'arrêt de Nanterre, où la particularité c'est que le bureau de consultation est sur la coursive pour les mineurs, donc à côté des cellules où sont les mineurs. Et la directrice adjointe qui était responsable du quartier mineur vient me voir en me disant docteur, bon, à partir de maintenant, tous les mineurs qui font la primaire, vous me les signalez. Bon, ce à quoi je lui ai dit que premièrement, même si je savais, je ne dirais pas. Et deuxièmement, de toute façon, je pensais clairement que la question n'était pas là. Ce qui m'a étonné, c'est que moi, simple psychiatre, elle vient de me demander des renseignements sur un sujet brûlant d'actualité. C'était quelques jours après Charlie Hebdo, mais pourquoi est-ce qu'elle s'adressait au psychiatre? Quelques mois après, donc, j'ai changé à ce moment-là d'hôpital et de prison. Je suis arrivé à la maison d'arrêt de Villepinte. Et à la maison d'arrêt de Villepinte, courant 2015, donc avant 2015, c'était le même enjeu, si je puis dire, c'est-à-dire un non-enjeu. Il y avait un certain nombre de détenus comme ça, mais radicalisés autres, mais bon, c'était pas un problème, on n'en parlait pas, ça inquiétait personne. Et puis tout d'un coup, donc en 2015, suite aux attentats, alors la police fait son travail et donc fait des enquêtes, arrête un certain nombre de personnes étiquetées terroristes dans les réseaux divers et variés d'Al-Qaïda, de Daesh et tout le reste. Et on a un tsunami de détenus incarcérés pour radicalisation, pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme. Bon, dans le langage, dans le jargon, on appelle ça les AMT, associations de malfaiteurs pour faire du terrorisme, ou alors les TIS, terroristes islamistes. Ils commencent comme les enquêtes se font et qu'on arrête les types aussitôt qu'ils arrivent, on voit arriver en quelques mois un type, puis un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième, un quinzième, un vingtième, un quarantième, un cinquantième. On a un tsunami en quelques mois de deux types qui arrivent comme ça. Et à un moment donné, quand il y avait une trentaine, quarantaine de types, quand on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose, il s'est passé un phénomène assez particulier qui a été un phénomène de panique collective dans la prison de Villepinte, mais ce qui s'est retrouvé dans d'autres maisons d'arrêt où il y avait également beaucoup de détenus incarcérés pour ces histoires-là, sur la peur que ces détenus allaient faire des attentats dans la prison, allaient égorger les surveillants et les détenus, allaient faire des attentats, bon, voilà, une espèce de psychose qui a eu deux conséquences. La première, c'est que l'équipe infirmière a voulu exercer son droit de retrait. Donc un jour, le médecin généraliste Ludovic Levasseur, le chef des services, et moi, ils sont venus nous voir, puisque moi j'étais responsable de la consultation de santé mentale, et donc demande au responsable de la consultation de santé mentale et au responsable de la consultation somatique en leur disant faites quelque chose parce qu'on exerce notre droit de retrait, on ne travaille plus là.
Et la seconde chose, au même moment, c'était la pénitentiaire, les directeurs pénitentiaires qui me disaient docteur, on en a de plus en plus, vous êtes psychiatre, il faut absolument les voir, faut que vous faites quelque chose, faut les voir. Pourquoi le psychiatre devrait-il faire quelque chose? Bon. On peut penser que c'était des mots de panique, il y en a eu un certain nombre. Alors, ma réflexion est partie de là. Pourquoi est-ce qu'on sollicitait le psychiatre dans tous ces cas-là? Avant de répondre à cette question-là, la façon dont ça s'est réglé, c'était assez intéressant parce que ça fait partie de la réponse. C'est que Dr Levasseur et moi, donc on a un petit peu discuté en se disant, bon, des terroristes, lui et moi, enfin surtout lui, il avait soigné un certain nombre de Corses et de Basques. Moi, j'en avais vu quelques-uns qui étaient plutôt extrême droite. On s'est dit, bon, les terroristes, c'est pas tellement eux qui posent problème en milieu carcéral. Ils en posent ailleurs, mais en prison, ils sont plutôt respectueux, c'est pas eux qui se posent des problèmes, donc on va voir. Effectivement, le fait est qu'ils n'ont jamais posé de problème particulier. Mais j'ai quand même dit, bon, bah écoutez, puisqu'il le faut, je vais tous les voir, je vais faire l'évaluation d'entrée, l'entretien d'entrée, je vais tous les voir pour faire quoi, je savais même pas moi-même, mais bon, voilà. Mais il a suffi que je dise ça pour que tout d'un coup la pression diminue. Les infirmières n'exerçaient plus leur droit de retrait, la direction pénitentiaire n'était plus inquiète. Bon. Brièvement, c'est pas l'objet de mon intervention, mais ce qui s'est passé clairement, c'est qu'on sait maintenant que l'immense majorité des détenus radicalisés n'ont aucun pathologie psychiatrique, à peine 10%. Il y a eu des fichiers qui ont été faits, qui ont été croisés avec les ministères de l'Intérieur. Bon, ça, de façon certaine, on sait que c'est moins 10%. Mais il n'en est pas moins que moi, je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'il y avait ce point qu'on demandait au psychiatre lui-même, et pourquoi est-ce que c'était pas d'autre chose. Et puis, à ce moment-là, est également arrivé un second point polémique qui était sur la question de la prise en charge de ces détenus-là. Il est arrivé assez rapidement la question de la levée du secret médical de ces détenus qui étaient radicalisés, alors pas uniquement en prison, mais également auprès des médecins généralistes. Tout d'un coup, le préfet de police de Paris, le ministère de l'Intérieur, tout le monde disait il faut lever le secret médical, qu'on ait accès à leurs dossiers médicaux, qu'on sache qui ils pensent, qui ils sont, comment ils fonctionnent. Bon. Cette question-là, elle était absurde, parce que pour répondre sur le ton de l'humour, un détenu qui veut faire un attentat terroriste, djihadiste ou extrême droite ou extrême gauche ou autre, genre, il va pas aller voir son médecin en disant bon docteur, donnez-moi des vitamines parce que je vais faire un attentat. Genre, donc même si on ouvrait les dossiers médicaux, on verrait que de toute façon les dossiers médicaux sont absolument vides. Il n'y a aucune information quelle qu'elle soit. Seconde chose qui était particulière, c'était de plus en plus eu l'idée de faire des obligations thérapeutiques. Il fallait que ces types se soignent, il fallait qu'ils acceptent d'être soignés, il fallait les soigner. Mais soigner de quoi au juste? Le djihadisme, c'est un concept politique, criminel, certes, mais c'est pas une maladie. On n'est pas djihadiste comme on est diabétique. Bon. Ce qui était assez intéressant, c'est que tout ça tournait vraiment beaucoup autour de la psychiatrie. Le psychiatre devait les soigner, etc. Dans un premier temps, je me suis dit, mais cette demande-là, en fait, c'est l'État qui veut renvoyer la responsabilité à quelqu'un. C'est-à-dire que si les types recommencent, c'est pas la faute de la police, c'est pas la faute du juge, c'est la faute du psychiatre qui n'a pas su diagnostiquer le type qui allait commettre un acte terroriste et autres. Donc, dans un premier temps, je m'étais dit, bon, il y a un côté un peu cynique de vouloir se décharger la responsabilité. Dans un second temps, j'en ai parlé avec mes collègues psychiatres qui ne travaillaient pas en milieu carcéral, mais qui étaient psychiatres à l'hôpital, et je leur demandais, bon, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il en est. Leur réponse a été de dire, ah non, mais surtout, tu les vois pas, tu t'en occupes pas, tu ne fais rien. Tu t'occupes pas de ces types-là, tu réponds pas aux demandes. Je leur ai dit, je peux pas répondre aux demandes, sinon on n'a plus d'infirmières. Et puis je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que je les voie? Je dis, il faut pas que tu les vois parce que tu n'as pas besoin de les voir. Mais pourquoi ça? Parce qu'ils n'ont pas de maladie psychiatrique. Et donc je leur ai dit, mais comment pouvez-vous me dire qu'ils n'ont pas de maladie psychiatrique si vous les avez jamais vus? Si on les voit pas, comment est-ce qu'on peut le savoir? Et donc on ne sait pas, mais il faut pas les voir. Donc il y avait aussi une position en miroir du corps médical psychiatrique qui était de dire, non, on ne lève pas le secret médical, pourquoi est-ce qu'on devrait les soigner, ils ne sont pas malades, et puis de toute façon on les a pas vus, on les verra pas parce qu'on ne veut pas s'en occuper. Alors, évidemment, on pourrait dire que c'est un refus d'endosser la responsabilité en cas d'attentat terroriste. Moi, mon optique, mon idée est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que s'il y a eu cette demande auprès des médecins et autres, c'est qu'en fait, ça relève de la culture, d'une longue culture médicale psychiatrique qui est ancrée depuis les origines de la psychiatrie moderne, qui est vraiment à l'origine de la psychiatrie moderne, que ce n'est pas un hasard si on demande à un psychiatre de prendre en charge ces questions-là qui sont de la question de la violence politique, religieuse, en tout cas de la violence, c'est que c'est quelque chose qui a été pensé dès le début de l'hôpital moderne, de la psychiatrie moderne, par les psychiatres eux-mêmes.
pour vous donner un petit peu des arguments, ça vient pas de nulle part, c'est que l'hôpital moderne et la pensée médicale moderne, comme je pense que vous le savez, c'est né au moment de la Révolution française, c'est né au moment de l'établissement de la République, et avec un certain nombre de médecins philosophes, qui ont repensé l'organisation non seulement des soins et des études de médecine en France, mais également l'organisation des soins, et puis la philosophie médicale elle-même. L'exemple plus frappant que je pense qu'on peut donner, c'est que le concours de l'internat, qui est quand même un bloc majeur de l'organisation des soins en France, ça détermine les spécialistes, ça détermine énormément de choses. Le concours de l'internat tel que nous le vivons aujourd'hui a été créé en 1803 ou 8, je ne sais plus exactement, par Napoléon Bonaparte. Et alors, le premier concours de l'internat, pour toute la France, il y avait 27 internats. Aujourd'hui, on est, je sais combien, 10 000. Bon. Mais le principe en lui-même n'a absolument pas changé du tout. Bon. La question de l'organisation d'hôpitaux spécialisés est également revenue à ce moment-là. Auparavant, il y avait des hôpitaux divers et variés. C'est la République française, la Révolution, pour organiser le territoire, notamment créer les départements. Les départements sont une création au moment de la République française par la Convention. Ils ont décidé, pas dans les années tout de suite, mais progressivement, que chaque département, notamment, aurait son hôpital psychiatrique, la fameuse loi de 1838. Donc, il y a eu toute une repensée de la pensée médicale. 1838, oui. 1838, la loi du 138. Ouais. Elle a été pensée également sur le plan philosophique par un certain nombre de médecins qui étaient également des politiciens. La personne la plus emblématique, à mon sens, c'est quelqu'un qui a donné son nom à la rue par laquelle je pense que pour la plupart d'entre vous êtes arrivés dans cet hôpital, c'est Cabanis. Cabanis était médecin, mais était également politicien. On sait qu'il était médecin, mais on ne sait pas qu'il était politicien, qu'il était un politicien très important au moment de la Révolution et au moment de l'Empire. Premier argument, sans rentrer dans une biographie de Cabanis, c'est qu'il était l'un des Mirabeau, qui était le grand Mirabeau révolutionnaire, avec 4 personnes qui lui écrivaient ses discours. Donc déjà à l'époque, il y avait des petits groupes de travail. Et Cabanis était l'un des 4 qui écrivait les discours de Mirabeau. Cabanis a écrit notamment, alors je cite, l'opinion sur la nécessité de réunir en un seul système commun la législation des prisons et celle des secours publics entendus comme les hôpitaux publics. Dans cet écrit, Cabanis affirme que ces prisons pourront devenir facilement, quand vous en aurez perfectionné l'organisation, de véritables infirmeries du crime, et il met même des italiques dans son texte. L'on y traitera de cette espèce de maladie avec la même sûreté et le même espoir que les autres dérangements de l'esprit. Beaucoup de personnes, évidemment, ont continué à travailler sur cette île-là. Cabanis n'était pas le seul. L'importance de Cabanis sur le plan politique est absolument majeure. Comme je l'avais dit, l'internat a été créé notamment par Napoléon quand il était devenu soit premier consul, soit empereur, mais juste à ce moment-là. Cabanis était sénateur, était sénateur donc en 1799, quand le général Bonaparte fait son coup d'état militaire du 18 Brumaire pour éliminer la Convention et prendre le pouvoir en tant que premier consul. C'était un coup d'état militaire. Il a quand même voulu avoir un discours performatif assez intéressant, de rhétorique tout à fait... il a demandé à quelqu'un qui était un politicien de légitimer son coup d'état. Il a demandé à un sénateur de lire un décret du Sénat disant que Napoléon était premier consul et que c'était la Convention. Et le sénateur qui a lu le discours, c'était Cabanis. Pas pour jeu de casser du sucre sur l'autre Cabanis, pour montrer que c'était quelqu'un qui était au cœur du système politique et qu'il avait des idées extrêmement fortes et importantes sur le lien entre la médecine, la prison et la criminalité. Et grâce à sa place de politicien de premier plan, il a pu les imposer dans la pensée médicale et juridique. À tel point que, autre exemple, 1829, différents psychiatres, notamment Esquirol, le fameux Esquirol et Orfila, fondent les Annales d'hygiène publique et de médecine légale, qui se proposent d'éclairer la moralité, de diminuer le nombre d'infirmités sociales, car les crimes sont des maladies de la société qu'il faut travailler à guérir. Alors, ensuite, tout le XIXe siècle a une longue tradition, effectivement, de vouloir expliquer le crime par la maladie. Je citerai Bénigne Augustin Morel, qui parlait du criminel né. César Lombroso, qui était italien, qui était philosophe et médecin également. Ça se poursuit au XXe siècle, sans rentrer dans une longue énumération. Édouard Toulouse, créé en 1932 la Société de biotypologie et de prophylaxie criminelle, avec le concours du procureur général de la Cour de la cassation, parce que Édouard Toulouse, qui est un médecin psychiatre, à Marseille, le CHU porte son nom, Édouard Toulouse, les récidivistes sont des anormaux dans une proportion qui n'est pas inférieure à 80%, et donc il veut créer des centres de sélection rationnelle des prisonniers.
Tout ça dans une idée assez eugénique, il faut bien le dire. Pour finir cette énumération, pour montrer que ce n'est pas uniquement les Français, mais qu'il y a toute une pensée extrêmement forte, médicale, qui a contribué à créer cet amalgame du crime et de la folie, Émile Kraepelin, qui avec Bleuler, ce sont les deux grands psychiatres autrichiens qui sont à l'origine de l'identification de la schizophrénie. Donc ils n'avaient pas les mêmes visions, la même optique, mais l'un comme l'autre disait il faut fonder la schizophrénie, il faut des critères objectifs sur la schizophrénie. Kraepelin disait au début du XXe siècle à ses étudiants: méfions-nous, méfiez-vous, jeunes médecins qui m'écoutez, le fou est dangereux et le restera jusqu'à sa mort, qui malheureusement n'arrive que rarement rapidement. Nous n'y pouvons rien, qu'il s'amende lui-même, et s'il nous gêne et ne guérit pas, nous avons le droit de l'isoler et de l'exclure. Alors, si je dis tout ça, c'est pas pour casser du sucre du rouleau, dire du mal des collègues psychiatres qui sont décédés et autres, c'est que je pense que c'est surtout pour montrer que si aujourd'hui il y a eu toutes ces demandes à l'égard de la psychiatrie de répondre à cette problématique qui est fondamentalement politique, c'est-à-dire le djihad et la violence, c'est que ce n'est pas que les pouvoirs publics veulent se défausser, c'est qu'il y a tout un inconscient collectif, il y a toute une culture qui a été posée par les psychiatres eux-mêmes qui avaient réclamé d'endosser ce rôle. Pourquoi est-ce qu'effectivement maintenant les psychiatres refusent d'avoir ce rôle? Quand mes collègues m'opposaient « tu les vois pas, tu t'en occupes pas, faut pas que tu le fasses », il y avait des tas de raisons. La première, c'est qu'il y avait la crainte des collègues, c'est qu'il se passe pour les djihadistes la même chose qui avait failli se passer il y a une quinzaine d'années pour les auteurs de violences sexuelles, de crimes sexuels récidivistes, c'est-à-dire une fois que les personnes avaient fini leur peine de prison, il y avait cette volonté qu'ils soient hospitalisés d'office dans des espèces de centres de rétention médicaux, qui étaient des prisons sans le dire, parce que les personnes ne pouvaient pas en sortir. Ils n'en sortiraient pas tant que des psychiatres experts n'auraient pas validé que la personne était guérie. Bon. Autant vous dire que si jamais il y a un Marc Dutroux qui est emprisonné, qu'il a des soins, au bout de 20 ans, jamais aucun expert ne dira que le type est guéri. Donc ça correspondait à faire des espèces de centres de rétention médicaux, où globalement les types restaient enfermés à vie. Bon. Heureusement, cette volonté politique face au lever de bouclier du corps médical, ça n'a pas marché. Mais ce qui est intéressant, c'est que nouveau problème du djihadisme, etc., il y a eu à nouveau cette idée qu'il fallait peut-être faire des centres de rétention médicaux pour les djihadistes. Ça a été étouffé tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes idées revenaient en permanence. Donc, les collègues qui refusaient effectivement de s'occuper de tout ça, c'est parce qu'ils avaient peur qu'on ressorte ce fameux débat sur des rétentions administratives, médicales, sous expertise psychiatrique, médicale et autres. Mais je pense que c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça parce que, comme je vous l'avais dit, autant le XIXe siècle, les aliénistes, les psychiatres ont conçu l'amalgame du crime et de la folie, autant au XXe siècle, comme je vous l'ai un petit peu fait sous-entendre, cette pensée hygiénique, médicale, est devenue une pensée eugénique. En 1921, il y a eu un certain nombre de médecins, notamment, alors j'oublie toujours son nom, qui était prix Nobel de médecine, et je sais pas. Alexis Carrel. Non, alors Alexis Carrel, lui, effectivement, était eugénique, il est prix Nobel de médecine, mais il n'est pas fondateur de la Société française d'eugénisme, mais il aurait pu. Mais c'est un autre Français qui a eu le prix Nobel juste l'année d'après de lui, dont j'ai oublié le nom, qui fonde la Société française d'eugénisme. Je ne reprendrai pas les écrits de Toulouse, de tout ça, mais il y avait cette pensée qui était que, à un moment donné, effectivement, il fallait pouvoir améliorer la société française, et donc il fallait tousser, pour reprendre les propos de Toulouse, tous les déchets, les incurables et autres, il fallait soit les éliminer, soit arriver à les améliorer, en faire quelque chose. À ce moment-là, donc, il y a eu énormément d'idées qui ont tourné autour de, par exemple, la castration pour les criminels, de manière à ce qu'ils ne se reproduisent pas. Idée qui malheureusement n'a jamais complètement disparu. Dans les années 70, on a ressorti cette histoire de la castration chimique. Bon. Donc cette idée-là ne disparaît jamais complètement. Sans rentrer dans le détail de tout ça, ce qui n'est pas le but etc., mais il s'est passé un phénomène assez intéressant en France en ce qui concerne ce mouvement eugénique qui a eu lieu entre l'entre-deux-guerres. L'eugénisme en France est un eugénisme qui, malheureusement, et dans le courant d'idées de cette philosophie médicale du XIXe siècle qui visait l'amélioration, et le mot utilisé c'était la perfectibilité. La médecine visait la perfectibilité de l'être humain. C'était ce qu'on pourrait dire une espèce d'eugénisme d'amélioration, en ce sens où
Pour reprendre un petit peu les propos de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, vous savez que dans le contrat social, Rousseau dit que dans une société, on ne peut pas refuser la loi. Si les gens refusent puisqu'ils ne sont pas respectueux de la loi, c'est qu'ils ne sont pas libres. Donc on ne va pas accepter ça, donc on forcera les gens à être libres. Il y avait cette idée des médecins qu'on forcera les gens à aller mieux, on les forcera à se guérir, on les forcera à s'améliorer. Ce qui a été, je pense, d'une certaine façon, le fait que la France ait évité l'eugénisme anglo-saxon, qui était un eugénisme d'élimination et qui n'était pas fondé sur la philosophie du siècle des Lumières, de la perfectibilité des idéologues de Cabis et autres, mais qui était fondé sur la biologie de Darwin et surtout de Spencer en particulier, qui était la survie du plus apte, c'est-à-dire l'élimination des moins bons. La grande différence, ça a été vraiment ça, c'était l'eugénisme anglo-saxon qui a donné naissance malheureusement à l'eugénisme en Allemagne et à la Shoah, ce genre de choses. C'était des eugénismes d'élimination. Les déchets, on les éliminait. Contrairement à la pensée française qui était médicale, les déchets, etc., on essaie quand même de les améliorer. Donc tout ça pour dire que dans toute cette idée médicale, qui est un petit peu liée à la question du crime et de la folie, on voit qu'il y a une ambiguïté qui est assez importante, qui est absolument majeure même, qui est le rapport à la violence. Le rapport à la violence. Il n'y a pas que le DSM-4 dans la vie, il y a aussi la CIM-10, la classification internationale des maladies. Quand on prend la classification internationale des maladies, si on recherche le mot violence, et je l'ai fait, on constate qu'elle n'apparaît nulle part dans les codifications A, B, C, D, E, F, G, H, I, J qui classifient tous les types de maladies. Maladies du système nerveux, maladies de la peau, troubles psychiatriques, etc. Le mot violence n'apparaît que 2 fois dans la classification Z. La classification Z, malheureusement, je crois plus que est-ce que je l'ai ici. La classification en Z qui est je ne l'ai plus, qui globalement précise les circonstances dans lesquelles vit la personne qui est malade. C'est-à-dire, est-ce que la personne est célibataire ou est-ce qu'elle habite en famille, est-ce qu'elle est divorcée, est-ce qu'elle est au chômage, est-ce qu'elle est migrante, est-ce qu'elle vient d'un pays en guerre, est-ce qu'elle est en prison, etc. Donc la violence intervient uniquement dans les circonstances de vie. On voit bien que ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'assez problématique, c'est que la violence, qui n'est pas un concept médical, qui est un concept politique, qui, au niveau anthropologique, est un comportement, et non pas une maladie, on voit qu'il y avait eu cette volonté, au XIXe siècle, par les psychiatres, de la récupérer en tant qu'objet, justement, de santé, en tant qu'objet médical. Et quand, suite à l'histoire, on a vu que cette pensée-là conduisait à l'eugénisme d'amélioration, heureusement, au moment de la Seconde Guerre mondiale, plus tout ce qui s'est passé, cette idée-là a été complètement abandonnée. On est dit, non, la psychiatrie, la médecine n'a plus à s'occuper de la violence. Donc les psychiatres, la médecine maintenant sait qu'il ne faut pas le faire. Alors on le fait différemment. Il y aurait une troisième étape à reparler dans les 60-70 sur l'influence de l'expertise, sur l'influence de la psychanalyse, des thérapies comportementales. Mais globalement, la médecine en tant que telle refuse de s'en occuper. Et c'est tant mieux. Mais cette idée reste présente autour des pouvoirs politiques. Donc, en définitive, pour répondre à la question, le psychiatre est-il le thérapeute du djihadisme? De mon point de vue, non. Non, parce que le djihadisme n'est pas une maladie. Est-il le thérapeute de la violence qui est liée au djihadisme? Ça peut déjà un peu plus aujourd'hui, ça commence à se discuter. Parce qu'effectivement, maintenant, il y a des cadres de santé, des cadres de loi qui sont l'injonction thérapeutique, qui sont l'obligation de soins. Il y a énormément de choses maintenant qui ressortent sur la question que la violence doit être prise en charge par, alors si les psychiatres ne veulent pas, les psychologues le prendront en charge. Là, c'est des débats qui restent tout à fait ouverts. Mais pour terminer, là, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que je vous avais parlé un petit peu, en début de mon propos, de ces 2 marqueurs, la levée du secret médical et l'obligation de soins, qui sont ce que moi j'appelle des marqueurs politiques des enjeux médicaux. Il y a quelques années, après que la crise sur les djihadistes soit finie, est apparue la question du féminicide. Et vous vous en souvenez peut-être, c'était il n'y a pas très longtemps, quand on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose sur cette question du féminicide, ces 2 mêmes questions sont apparues. Il fallait lever le secret médical pour les personnes qu'on suspectait de féminicide ou alors pour prévenir le féminicide, alors que le type ne va pas voir son médecin en lui disant « j'ai tué ma femme, donnez-moi des vitamines », même problème. Et il y a également l'obligation de soins que maintenant toutes les personnes qui sont soit des féminicides ou alors des violences faites aux femmes doivent être prises en charge et soignées. Que ça soit adapté ou pas adapté, c'est un autre sujet. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de montrer qu'à chaque fois qu'il arrive une question de société, avec une personne qui a un type de personne qui incarne une certaine figure du mal, comme la radicalisation, comme le féminicide et autres, on constate qu'il se repose à chaque fois dans les mêmes termes
la même question de la place de la psychiatrie, du rôle de la médecine sur la gestion de ces questions-là, sur la gestion de la question de la violence dans la société. Et cette question-là, je crains que malheureusement, on n'a pas fini d'en débattre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Guillaume. Suite de la psychiatrie et ses démons. Donc après le djihadisme, maintenant on va avoir affaire au continent qui fait fantasmer et qui pourrait imaginer bien des démons, c'est-à-dire l'Afrique. Et nous avons notre collègue et ami Émile Quedmonnier qui est là pour nous parler donc lui de la psychiatrie occidentale et l'Afrique, une exigence de rationalité socio-anthropologique multiple. Et donc il va venir nous rejoindre pour intervenir là-dessus. Bonsoir Émile, donc qui est doyen à l'université de Chang au Cameroun. Alors bonsoir, je commence par m'excuser pour être arrivé un peu en retard ici. J'ai à dire un mot sur le texte publié dans ce livre ce livre collectif par Bertrand Cantin, à qui je dis merci. Ici est arbouté sérieusement pour qu'il paraisse. Alors mon texte ou mon thème, mon sujet, c'est la psychiatrie occidentale et l'Afrique, une exigence de rationalité socio-anthropologique multiple. Je pourrais dire pour résumer en un mot l'objet de ce texte qu'il s'agit avant tout d'attirer l'attention sur comment dire ça, d'attirer l'attention sur ce que je considère comme une interpellation méthodologique. Une interpellation méthodologique parce que le texte que j'ai fait me positionne entre deux rationalités, entre deux cultures, entre deux mondes, entre deux psychiatries, puisqu'on peut bien parler d'une psychiatrie d'inspiration africaine qui rencontre la psychiatrie occidentale. Donc, je pourrais d'abord m'arrêter rapidement sur la structure de l'élaboration et de la présentation de cette contribution. Et en deuxième moment, je pourrais dire un mot à partir de 3 ou 4 concepts choisis dans le texte pour attirer l'attention sur la pertinence de l'approche comparatiste. Donc, en un mot, en me situant au niveau d'une sorte d'entre-deux, je crois que nous avons à vivre ce que je considère comme une sorte de frontière de civilisation, de rationalité culturelle. Donc à cette position d'entre-deux, on expérimente plusieurs dimensions de la difficulté de passage, des controverses et de leur rencontre, la complexité de leur cohabitation, la cohabitation des deux rationalités, de leur questionnement et de leur coexistence. Donc, je voudrais attirer votre attention sur une sorte de prise de conscience de ces difficultés à la fois techniques et pratiques, mais appuyées par des propositions théoriques pour aussi les surmonter. Alors, cet objectif imposait une structure de texte telle que la première partie qui s'est concentrée sur la tendance dominante du paradigme psychosomatique de la psychiatrie occidentale, et en deuxième moment, les éléments de psychiatrie dynamique d'inspiration africaine, et pour finir, la diversité des rationalités socio-anthropologiques et l'exigence du dialogue de psychiatrie. Alors sur le premier point, je pourrais rapidement dire que quand on examine l'approche psychiatrique occidentale, on voit qu'elle repose essentiellement sur le paradigme psychosomatique, c'est la considération du corps et de l'esprit. Et nous pensons que
cette approche psychosomatique a résolu beaucoup de problèmes, a permis de soigner beaucoup de malades, mais qu'elle ne couvre pas la totalité, n'est-ce pas, de l'expérience de ces pathologies-là. Et ce qui a conduit, en contexte africain, à réfléchir à partir des cas d'Ibrahima Sow et de Pierre-Médard Hebga, des gens qui se sont formés à la psychiatrie occidentale, mais qui sont rentrés en Afrique et tentant de pratiquer cette psychiatrie ont vu que les concepts, les méthodes, les paradigmes ne s'appliquaient pas entièrement, n'est-ce pas, aux expériences de folie, aux expériences de psychose, aux expériences de névrose qu'ils vivaient. Et ils ont donc pensé que, n'est-ce pas, on pouvait développer une autre approche, n'est-ce pas, dynamique, une approche dynamique reposant sur les notions que je vais tout à l'heure appeler pour vous montrer, n'est-ce pas, la différence de conception. On a la même notion dans ces deux rationalités, mais elles sont traitées complètement de façon différente. Et ce serait intéressant, n'est-ce pas, pour des soignants, qu'ils soient d'Afrique ou d'Occident, de prendre conscience, n'est-ce pas, de ce flottement, de ce glissement, qui permettent, n'est-ce pas, de toucher les problèmes et de mieux suivre, n'est-ce pas, les cas de maladie. Alors, le deuxième moment donc, de cette intervention porterait donc sur le développement, n'est-ce pas, une bibliographie qui permet de voir clairement, ce travail fait par Ibrahim Sow et d'autres penseurs. J'ai publié la bibliographie à la fin de l'article. Et le troisième moment, c'est quand je parle de la diversité des rationalités socio-anthropologiques, justement pour montrer qu'au fond, cette diversité n'invite pas à passer d'une rationalité à une autre comme par recherche d'alternatives, abandon d'une rationalité pour une autre, d'une psychiatrie pour une autre. Au fond, je pense qu'il faut travailler à l'intégration des diverses psychiatries dans ce que j'appelle le consensus thérapeutique et sur lequel je dois aussi m'arrêter. Donc, les 4 mots seraient quoi? Pour donner une idée du texte sans le lire de façon cursive, le composé humain. Toute psychiatrie repose sur une conception de l'homme, que nous appelons l'anthropologie. On ne peut pas faire une psychiatrie sans avoir en arrière-plan une conception de l'homme, que nous appelons généralement en philosophie l'anthropologie. Le deuxième mot serait le conflit. Et je vais essayer de montrer que quand on parle de conflit, le conflit peut se situer à l'intérieur du sujet comme dans les relations du sujet avec d'autres sujets. Et on utilise le même mot dans la psychiatrie dynamique africaine et dans la psychiatrie occidentale, alors que les mots ne renvoient pas aux mêmes pratiques ni aux mêmes théories. Le troisième mot sur lequel je pourrais m'arrêter, c'est le dialogue thérapeutique lié à l'idée de conflit, bien sûr, parce que la thérapie porte aussi sur le conflit, qu'il soit intrapersonnel ou extrapersonnel. Mais quand nous arrêtons donc sur le dialogue, on peut avoir un dialogue avec soi-même, psychologie en première personne, deuxième, troisième personne. Mais on peut aussi avoir le dialogue à plusieurs dans le cadre de ce que nous appelons la palabre thérapeutique, l'approche psychothérapie collective. Et enfin, le dernier mot sur lequel je veux bien m'arrêter, c'est le consensus thérapeutique qui renvoie aux conférences médicales. La conférence médicale peut concerner le regroupement de 3 psychiatres ou de 2 autour d'un même cas, en restant dans la même logique thérapeutique, alors qu'en contexte, n'est-ce pas, de psychiatrie dynamique, on parle plutôt d'intégration de rationalités différentes qui peut être actée par le même soignant, et je reconnais à Isabelle Bondieu, après une discussion, d'avoir tiré mon attention là-dessus. Quand on parle d'intégration des rationalités différentes dans le même cas de pathologie, il ne s'agit pas absolument de mettre en situation de diagnostic et de consultation. Disons un ganga, un soignant africain et un soignant occidental. Le même soignant peut faire le glissement, n'est-ce pas, d'une rationalité à une autre. Donc, si je m'arrête sur le composé humain rapidement, je pourrais attirer votre attention sur ce qui est déjà dit dans le texte concernant l'idée de la réalité humaine. La psychiatrie dynamique africaine insiste beaucoup sur la pluralité des instances. Au lieu d'avoir 2 instances seulement qui seraient la Psuke et le Soma, on parle de plusieurs instances qui vont parfois, dans certaines anthropologies, jusqu'à
jusqu'à 6, jusqu'à 11 instances. Et c'est donc le rapport entre ces instances qui permet de comprendre, n'est-ce pas, certaines pathologies. Et pour les auteurs que nous avons systématiquement pratiqués, ils parlent du corps normalement, le corps que nous avons par lequel nous apparaissons. Ils parlent aussi du souffle et ils parlent de l'ombre, qui sont les instances de la personne. Alors que en face nous avons, n'est-ce pas, l'âme et l'esprit ou l'âme et l'esprit en face du corps. Dans le composé psychosomatique du sujet. Alors, pour la notion de conflit, j'insisterai sur le fait que les conflits peuvent se dérouler dans le sujet lui-même. Et nous avons les topiques, n'est-ce pas, dans les premières années de psychologie, les premiers topiques, deuxième topique, qui montrent que le sujet, n'est-ce pas, à l'intérieur de lui-même peut être le siège d'un conflit intrapersonnel. Et on peut le soigner en gérant ces conflits-là. Alors que en psychiatrie dynamique, on a des conflits interpersonnels qui amènent à penser que le malade, le fou, soit il est attaqué par une personne extérieure, ça peut être un sorcier, ça peut être... Bon, il y a une cause socio-anthropologique toujours. Et l'approche thérapeutique que nous avons vue et qu'on a observée, c'est généralement qu'il faut chercher le coupable, n'est-ce pas, de la folie de l'autre. Donc, ce n'est pas un conflit interne à lui-même, c'est toujours dans sa relation avec l'autre qu'on va trouver, n'est-ce pas, les moyens thérapeutiques. D'où les mises en scène de grands procès entre les gens pour chercher le coupable. Et ce n'est jamais pour le condamner et lui donner tort, mais c'est pour aplanir et pour arriver à une situation où, après ces parades thérapeutiques, on arrive à la guérison du fou. Et on les a aussi vus internés, fermés, en attendant, n'est-ce pas, ces moments-là où on identifie le coupable. Donc, la notion de conflit est utilisée dans les deux rationalités, mais pas de la même façon. Enfin, le dialogue, n'est-ce pas, le dialogue, je reviens là-dessus, le dialogue thérapeutique. Il y a un autre glissement entre la pratique du dialogue, n'est-ce pas, dans la psychiatrie occidentale, qui peut être une discussion du médecin et son soignant qui diagnostique, qui lui donne le traitement. Donc ça se joue entre les deux. Alors qu'au fond, dans l'autre rationalité thérapeutique, il s'agit de plusieurs enseignes. C'est un dialogue qui ne concerne pas seulement le soignant et le malade, c'est un dialogue entre plusieurs personnes, justement, qui est lié à la notion d'attaque extérieure et de conflit interpersonnel relationnel. Donc, enfin, le consensus thérapeutique, j'insiste là-dessus, nous assistons à des conférences médicales sous la même rationalité thérapeutique. Quand deux médecins, nous venons d'entendre deux médecins, deux psychiatres qui disent qu'ils se sont retrouvés, ils ont discuté entre médecins pour comprendre ce qu'il fallait faire. Moi, je considère ça comme des consensus, des recherches de consensus. Mais ce n'est pas la limite du consensus à ce niveau-là. On peut avoir d'autres consensus qui sont vraiment la mise en scène de rationalités différentes, d'intégration, comme dans une sorte de syncrétisme, où on met ensemble deux logiques complètement différentes, deux interprétations complètement différentes pour aborder le même cas, de pathologie. Donc, si je devais conclure, je dirais tout simplement que le mot final de cette présentation serait que nous considérons l'ouverture vers le dialogue de psychiatrie qui ne signifie nullement le passage aux psychiatries alternatives, mais la quête raisonnée d'un certain consensus thérapeutique qui passe par l'intégration des rationalités diverses et donne droit à l'idée de complémentarité là où celle-ci s'impose. Il s'agirait donc enfin d'une contestation de toute clôture ou renfermement dans les zones de confort thérapeutique en psychiatrie. Merci beaucoup. Alors, je te donne la place. Non, c'est bon comme ça.
Merci Émile, merci Émile, merci Isabelle, merci Guillaume pour ces excellentes interventions. J'espère que les auditeurs et auditrices ont apprécié autant que moi. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou est-ce qu'on fait appel aussi aux questions du Zoom ou... Oui, c'est... D'accord. Vous vous en occupez ou ça se passe où Ouais, s'il y a des questions, d'accord. Alors, il y a peut-être des questions dans la salle aussi. Non? Bien, de toute façon, là... Non, je sais pas si ça a coupé, là, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon? Donc on n'a plus de lumière, on n'a plus rien, c'est normal? C'est coupé? C'est bon, les gens sont dans le Zoom, vous êtes dans le Zoom, tout va bien. D'accord, bon, voilà. Bon, ben, en tout cas, la soirée a été riche. On va repartir chacun dans nos pénates avec la tête pleine. Un grand merci à Cynthia Fleury pour son accueil, donc à la chaire de philosophie à l'hôpital, à Colline Periano, et puis à Virgile à la technique. Merci à vous. Et puis donc, à une prochaine fois, certainement. Au revoir. Ah, il y a une petite question de Rab, in extremis. Alors allons-y. C'est Laure, c'est ça? Oui, Laure. Laure Gontard. C'était une question à Isabelle Bonteau. Je suis navrée parce que je suis arrivée. Isabelle, tu peux venir ici. Isabelle, viens ici. Vous connaissez quand même une hégémonie assez extraordinaire avec tous ces cosmétiques. Je me demandais quelle part avait le DSM, son développement, son succès, dans peut-être un peu ancienne, voilà, une décennie que je fais de psychiatrie. Et je trouve qu'il y a un processus très particulier d'appétence diagnostique que les patients, les parents de nos jeunes patients, les jeunes patients adolescents eux-mêmes, ont une immense appétence pour les diagnostics psychiatriques. Alors évidemment, il y a peut-être d'autres choses, les réseaux sociaux, mais je m'interroge beaucoup sur cette appétence diagnostique, cette revendication diagnostique. Il me semble que les choses n'étaient pas comme ça il y a quelques décennies. En tout cas, quand moi j'ai commencé la psychiatrie, le diagnostic restait réservé, vraiment, me semble-t-il, aux médecins. On annonçait parfois un diagnostic au patient et une circonstance particulière et certaines réserves. Maintenant, il y a vraiment une très forte demande pour avoir des diagnostics en psychiatrie, et je dirais même en dehors de la psychiatrie, puisque je trouve que certains patients s'autodiagnostiquent eux-mêmes et revendiquent ensuite une sorte d'étiquette diagnostique. C'est un processus qui m'interroge beaucoup et qui me surprend. Je ne sais pas si ma question est très claire. Alors, en tout cas, c'est un commentaire. Moi, je pense qu'il dépasse de beaucoup la thématique de mon intervention. C'est la question de l'accès à l'information aussi qui s'est beaucoup développée. Je pense que, comme moi, vous devez penser que les diagnostics les plus répandus ne sont pas forcément dans le DSM, hein, mais il y a des beaux acronymes, HPI, hypersensible, il y a des phénomènes de mode. Hein, Alors, moi, j'avais pensé ça d'abord toujours en termes d'être et d'avoir. Et cette tendance d'objectivation de l'approche médicale, donc, qui conduit à un glissement, hein, mais qui a été encouragé par des groupes comme les Alcooliques Anonymes, où une pathologie devient une identité. Donc, voilà, bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis alcoolique. C'est pas vrai, mais c'est un exemple. Enfin, je sais pas, je laisse les amis en juger, et puis ça dépend des moments et des soirées. Mais comme si, hein, parce que moi c'est une image que je dis à mes patients quelquefois, je dis mais
c'est que vous achetez une boîte de conserve et puis vous avez la photo, mais le contenu à l'intérieur, ça ressemble pas vraiment à ce qu'il y a sur la photo. Les diagnostics, c'est un peu pareil. Le contenu à l'intérieur, ça ressemble pas à l'image. Comme si, mais c'est une espèce, comme s'il y avait une vérité qui allait être délivrée, hein. Et effectivement, enfin, alors, ça va avec autre chose, notamment le diagnostic d'HPI. Je suis très surprise d'apprendre, parce que c'est très valorisant, hein, au potentiel intellectuel. On peut à la fois se présenter comme étant en souffrance, et puis à la fois, comment dire, c'est les inconvénients de mes avantages, hein. Mais c'est aussi une manière de ne pas s'interroger sur soi, de ne pas se questionner sur, par exemple, qu'est-ce qui fait que je peux être en souffrance et comment je pourrais me faire aider pour peut-être moins souffrir, mais qui dire, donc c'est à vous de vous adapter et de vous conduire de telle et telle manière, parce que j'ai un statut d'exception, donc je ne sais pas si ça répond non plus à votre question et à vos réflexions, hein, mais le problème du DSM, c'est, enfin, si problème il y a, c'est la question que son usage ne correspond pas à ce pourquoi il avait été conçu initialement en théorie, parce qu'avec tous les exemples que je vous ai donnés des déclarations de Robert Spitzer, on peut dire que quand même il y avait aussi une intention de déployer un instrument qui aurait une valeur mondiale, mais pour quels objectifs? Peut-être pas pour accroître la valeur de vérité de la sémiologie et de la pratique diagnostique. Mais on sait bien, hein, quand on fait des catégories qui sont déterminées à partir de clusters de symptômes, ou quand on teste une molécule et qu'on se dit sur quel cluster de symptômes va-t-elle être efficace, est-ce qu'on peut faire rentrer cette catégorie quelque part, ça soulève d'autres questions qui n'ont rien à voir avec le projet initial. Donc, je ne sais pas si je peux répondre aux questions que vous soulevez et juste ouvrir des pistes. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être je rebondis sur ce que disait Émile, finalement, que la valeur de vérité thérapeutique, pour moi, quelles que soient les pratiques, elle réside toujours dans l'ouverture, et c'est le dernier mot que tu as employé. Et puis, pour que ça fasse sens, il faut que ça puisse être partagé et partageable. Donc, d'où l'intérêt de ce tricotage des points de vue diamétralement et non pas dialectiquement opposés, mais qu'on va essayer de dialectiser par des rassemblements de personnes et ces mises en scène. Et je crois que c'est là qu'il se passe des choses, parce que, il y a la valeur de reconnaissance, c'est porté sur la place publique. Et il y a cette phrase de Lacan qui dit « toute demande est demande d'être reconnue par l'autre », et puis il ajoute « sans être obligé de le reconnaître soi-même ». Mais on sait bien que on a tous besoin d'être reconnus. Donc quand une souffrance est portée comme ça sur la place publique, elle est reconnue. Quand on s'assemble à plusieurs pour en parler et pour faire parler, on atteste la réalité de la souffrance qui existe. Et à partir de là, si on peut sortir de l'enfermement dans des discours clos, c'est de sa faute, c'est de la sienne, en gros, et qu'on peut dire oui, peut-être, mais, et introduire comme ça de la parole et mettre un peu de fluidité, faire circuler les choses et permettre qu'elles s'ouvrent au lieu de rester closes sur elles-mêmes, c'est sûr qu'on est forcément dans une action qui peut être qualifiée de thérapeutique, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot par ailleurs. Parce qu'on apaise des souffrances, même si on ne guérit pas des maladies, si maladie il y a, et puis il peut y avoir de la souffrance sans maladie. Voilà, et donc je pense que c'est aussi ça que ça vient interpeller. Et je me demande dans ces pratiques d'autodiagnostic en ligne, comme si on pouvait faire les questions et les réponses et que c'était clos sur soi et qu'il n'y avait pas d'ouverture, si ce n'est que ce qui est cause de pathologie, c'est-à-dire c'est à vous de vous adapter, à changer votre comportement pour que moi je souffre moins.
Mais là, on n'est pas dans la thérapeutique, on est dans le renforcement des symptômes, parce que le comportement des autres sera toujours insatisfaisant pour nous, parce qu'il nous écrasera toujours les orteils. Mais donc voilà, si je peux faire circuler un peu les choses. Émile, viens ici si tu veux. Qu'est-ce que tu... Viens devant la caméra. Moi, je voudrais... Moi, je suis pas psychiatre, je suis pas médecin. Je suis philosophe de formation. Je m'occupe beaucoup de l'interculturalité. Et ce que tous les deux vous avez dit m'intéresse du point de vue de l'idée qui est la mienne et selon laquelle, quand il s'agit des fous, et même de toute maladie mentale, je pense qu'il y a un rapport étroit avec la base socio-anthropologique. Rapport étroit. Et que l'idée, n'est-ce pas, de référer les malades mentaux et de les transplanter peut être méthodologiquement la première erreur à ne pas commettre, parce que il me semble qu'il est plus pertinent d'aborder le malade mental dans le contexte de la société qui génère ces maladies-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les deux médecins. Et je crois que ça rejoint tout à fait ce que vous avez exposé. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, la folie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Et la folie d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Il y a des constructions culturelles autour de la folie qui sont extrêmement invisibles, extrêmement fortes. Pour avoir travaillé pendant 15 ans en pédopsychiatrie, le diagnostic d'HPI, quand j'étais pédopsychiatre, ça n'existait quasiment pas. Maintenant, le diagnostic d'HPI, et à la fin de ma carrière de pédopsychiatre il y a quelques années, je commençais à en voir, et c'était des gens qui avaient des hauts potentiels intellectuels, et ils étaient tous me voir au CMP pour la même raison, ils étaient tous en échec scolaire. Alors, être haut potentiel intellectuel et en échec scolaire, ça pose quand même des questions sur, pas tellement le rapport de la scolarité, mais la question de qu'est-ce qu'on met derrière ça, qu'est-ce qu'on met derrière ce phénomène, effectivement. Pas uniquement du HPI, mais de la scolarité également. Maintenant, être en échec scolaire, c'est pas acceptable, sauf si on est malade. Voilà, donc ça pose aussi la question du rapport, aussi de la maladie, aussi une façon de ne pas réfléchir à la question de l'enseignement, de la scolarité, de ce à quoi sert l'école. Donc tout un ensemble de choses qui sont intriquées. Très bien, merci à tous les trois. Je ne vais pas refaire le même clap de fin, là, j'ai déjà été. Et vous retrouverez donc ces interventions passionnantes donc, dans l'ouvrage Controverse éthique d'aujourd'hui aux éditions du Cerf. Voilà, bonsoir à tout le monde et puis à une prochaine fois. Merci.